Le commencement invisible. Avant chaque fortune. Avant chaque invention. Avant chaque transformation. Il existe un moment invisible. Une décision silencieuse. Non pas prise avec la bouche, mais avec l'esprit. Le monde célèbre les résultats. Il applaudit les bâtiments, les entreprises, les victoires, les chiffres. Mais il n'applaudit jamais le combat invisible qui l'a précédé. Ce moment intime où l'on décide « je ne vivrai plus ainsi ». Ce livre audio parle de ce moment. Ni de l'argent. Ni de la chance. Ni des privilèges. Mais du mécanisme intérieur qui transforme la pensée en réalité. Vous n'écoutez pas ce livre par hasard. Au fond de vous, vous le savez déjà, votre vie actuelle n'est pas votre forme finale. Il existe une autre version de vous-même. Plus disciplinée. Plus concentrée. Plus courageuse. Plus audacieuse face aux limites. Ce livre audio est la carte qui vous mènera à cette version. Non pas par l'illusion, mais par une véritable ingénierie mentale. Car la vérité est simple, votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Changez votre schéma intérieur, et le monde extérieur suivra. Pour la plupart des gens, la vie est une réaction. Ils réagissent. Ils s'adaptent. Ils vivent dans des circonstances qu'ils n'ont pas consciemment choisies. Mais un petit groupe de personnes vit différemment. Ils conçoivent d'abord. Puis ils agissent. Ils choisissent leur voie avant même que le monde ne vote. Ils ne sont ni plus intelligents, ni plus chanceux, ni élus. Ils sont formés. Ils ont appris à penser de manière réfléchie. Ce livre audio enseigne cette compétence. Nous n'aborderons pas l'idée de « devenir riche » comme un fantasme. Nous parlerons de développer un esprit créateur de valeur. L'argent n'est qu'un symptôme de cet esprit. La confiance en soi, le leadership, l'influence et la paix intérieure en sont également des manifestations. La véritable richesse ne réside pas dans les banques, mais dans l'identité. La plupart des gens tentent de changer de vie en changeant d'environnement, nouvel emploi, nouvelle ville, nouvelles relations, nouvelle routine. Mais l'environnement n'est qu'un écho, l'esprit est la voix. Tant que la voix ne change pas, l'écho reste le même. Ce livre audio commence là où tout changement durable prend racine, à l'intérieur. Nous explorerons comment le désir devient moteur, comment les croyances se structurent, comment la répétition forge la personnalité, comment l'imagination devient architecture, comment les décisions deviennent destinées. Non pas comme une théorie, mais comme un système. Vous n'avez pas besoin de mémoriser ce livre audio, mais de l'assimiler. Laissez-le transformer votre dialogue intérieur, le remettre en question et dépasser les limites que vous avez acceptées sans le vouloir. Laissez-le interrompre le récit que vous vous racontez sur ce qui est réaliste. Car le réalisme est souvent synonyme de peur innée. Vous n'êtes pas né avec de faibles ambitions. On vous les a inculquées. Et tout ce qui a été appris, peut être désappris. Ce livre audio n'est pas un simple discours de motivation. C'est un outil pour construire votre esprit. Il est conçu pour les longues promenades, les nuits blanches, les matins paisibles, les moments où votre avenir semble plus prégnant que votre passé. Écoutez lentement. Écoutez-le plusieurs fois. Non pas pour fuir votre vie, mais pour la repenser. Chaque chapitre s'appuie sur le précédent. Comme l'assemblage d'une machine. Une machine qui transforme la pensée en comportement, le comportement en habitude, l'habitude en identité, l'identité en résultat. À la fin, vous n'aurez pas simplement plus de connaissances. Vous verrez les choses différemment. Et ce que vous verrez, vous commencerez à le maîtriser. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour devenir puissant. Vous avez seulement besoin d'harmonie. D'harmonie entre ce que vous désirez, ce en quoi vous croyez, ce que vous répétez et ce que vous faites. Cette harmonie est rare. Et irrésistible. Alors, prenez ce moment au sérieux. Sans emphase. En silence. Décidez d'écouter en tant que personne que vous devenez,
et non en tant que personne que vous êtes. Car l'esprit que vous forgerez dans les prochaines heures influencera les années à venir. Et les années pèsent lourd. Elles accumulent les regrets, ou la liberté. Ce livre ne parle pas d'argent. Il parle de maîtrise. Maîtrise de l'attention. Maîtrise de la direction. Maîtrise de soi. Et de cette maîtrise, tout le reste découle. Bienvenue dans l'architecture de la réussite. Bienvenue dans la science du succès délibéré. Bienvenue. Réfléchissez et devenez riche. Réinventez. Chapitre 1. Le désir, le premier commandement. Toute transformation commence de la même manière. Non par l'action. Non par les ressources. Non par l'opportunité. Elle commence par une décision qui se mue en désir. Non pas un simple souhait. Non pas une pensée passagère. Mais un impératif intérieur clair qui dit « c'est important. Je ne me laisserai pas aller ». La plupart des gens vivent dans l'espoir. J'espère que les choses s'amélioreront. J'aimerais avoir plus. Peut-être un jour. L'espoir est doux, mais sans élan. Le désir, lui, est différent. Il a du poids, il crée une tension entre votre situation actuelle et celle que vous refusez de quitter. C'est la force qui influence nos comportements. Un désir faible engendre des actions timides. Un désir clair de réorganiser votre vie. Pensez à tous ceux qui ont changé leur destin. Ils n'ont pas commencé par la certitude, mais par le refus. Le refus de se contenter de peu. Le refus de la passivité. Le refus d'accepter le destin que les circonstances leur ont imposé. Le désir naît de la décision, ceci n'est plus acceptable. La plupart des gens se méprennent sur leur désir. Ils le perçoivent comme émotionnel, passager, inconstant. Mais le véritable désir est structurel. Il repose sur 3 éléments, la clarté, l'intensité et l'engagement. La clarté répond au « quoi ». L'intensité répond au « pourquoi ». L'engagement répond au « combien de temps ». Sans clarté, l'esprit vagabonde. Sans intensité, l'effort s'essouffle. Sans engagement, la résistance l'emporte. Un objectif vague ne peut commander l'action. Je veux plus d'argent, manque de direction. Je vais développer une compétence qui crée de la valeur sur le marché et générer un revenu précis dans un délai défini, cette affirmation a du poids. L'esprit a besoin de précision, d'un objectif. Lorsqu'on lui en fixe un, quelque chose change. L'attention s'aiguise, la perception s'affine, l'environnement se réorganise. On commence à remarquer des opportunités ignorées, des liens négligés, des idées qui semblaient invisibles. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que nous avons changé. Le désir aiguise l'esprit à chercher. Mais voici la frontière, la plupart des gens veulent, peu décident. Vouloir est émotionnel, décider est structurel. Un désir dit « ce serait bien ». Une décision dit « cela se produira ». Le désir ne devient puissant que lorsqu'il est intimement lié à l'identité. Et non, je veux être discipliné. Mais, je deviens discipliné. Remarque, j'aimerais avoir confiance en moi. Mais, je travaille avec confiance en moi. Le langage façonne les comportements. Et les comportements façonnent le destin. Lorsque le désir devient identité, l'effort cesse d'être un sacrifice. Il devient une harmonie. On ne se force plus à avancer. On avance parce que la stagnation paraît contre nature. Voilà la différence entre la lutte et l'élan. Chacun mène 2 vies, celle qu'il vit et celle qu'il imagine. La plupart laissent le fossé entre les deux se creuser. Ils l'appellent « réalité ». Mais la réalité n'est souvent qu'une habitude non remise en question. Le désir comblait ce fossé. Il crée une tension créatrice, une attirance pour un avenir que l'on refuse d'abandonner. Cette tension n'est pas du stress, c'est de l'énergie, le moteur du progrès. Mais le désir seul ne suffit pas. Il doit être organisé.
Un désir diffus devient frustration, un désir concentré devient force. Il faut définir, que désire-je? Pourquoi est-ce important? Qu'est-ce que je suis prêt à donner en échange? Chaque réussite a un prix, du temps, des efforts, de l'attention. Le désir répond à la question de savoir si l'on est prêt à payer. Nombreux sont ceux qui admirent le succès, mais rares sont ceux qui le désirent suffisamment pour en supporter le coût. Ils veulent le résultat sans la restructuration, le changement sans l'inconfort. Or, la croissance est une réorganisation. Elle redéfinit les priorités, modifie les routines, perturbe le confort. Un désir incapable de supporter l'inconvénient n'a jamais été authentique. Le véritable désir est silencieux. Il ne discute pas, il ne se met pas en action. Elle attend. Elle revient. Elle persiste. On la sent dans les moments de calme. Quand le bruit s'estompe. Quand les distractions se relâchent. Quand notre voix intérieure devient audible. Elle demande, est-ce tout? Est-ce suffisant? Est-ce vraiment qui je choisis d'être? Cette question est sacrée. Ne la faites pas taire. La plupart des gens le font. Ils la noient sous la routine, sous les divertissements, sous une urgence stérile. Ils confondent mouvement et direction. Le désir interrompt ce schéma. Il dit, choisis. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Choisis tes standards. Choisis ton avenir. Choisis la personne que tu deviens. Un désir puissant doit être couché sur le papier. Pas métaphoriquement. Littéralement. Écris-le. Définis-le. Relis-le. Car la mémoire s'estompe. Mais une intention répétée devient un guide. Relis-le chaque jour. Non pas comme une fantaisie. Quant à l'architecture, laisse-la façonner ton dialogue intérieur. Laisse-la te rappeler, pourquoi as-tu commencé? Pourquoi tu continues? Pourquoi l'inconfort est temporaire? Pourquoi l'identité est permanente? Le désir n'est pas une question de possession. C'est une question de direction. Il indique à ton esprit où viser. Il indique à ton énergie où s'écouler. Il indique à ton avenir qui est aux commandes. Tu n'es pas là pour dériver. Tu es là pour concevoir. Et la conception commence par une simple affirmation, voilà ce que je construis. En ce moment même, votre avenir attend vos instructions. Il acceptera n'importe quel ordre, modeste, rassurant, familier, ou audacieux, ciblé, transformateur. L'esprit obéit à la clarté. Donnez-lui en une. Et voyez tout le reste se mettre en mouvement. Chapitre 2. Le pouvoir d'un désir ardent. Chaque grande réalisation commence bien avant de se matérialiser. Elle naît d'une idée discrète, puis d'une pensée, puis d'un sentiment. Seul un désir ardent a le pouvoir de franchir la frontière invisible entre imagination et réalité. Le désir n'est pas un vœu pieux, ni un espoir passager, ni un intérêt éphémère. Un désir ardent est un impératif intérieur, une décision prise au plus profond de l'être. Lorsqu'une personne est animée d'un tel désir, son esprit se réorganise autour d'un objectif unique. Les distractions perdent leur emprise, les excuses s'effondrent, le temps se plie à la volonté. La plupart des gens traversent la vie en désirant beaucoup de choses, mais sans jamais s'engager. Ils espèrent que les circonstances changeront avant eux. Ils attendent la clarté avant d'agir. Or, la clarté naît du mouvement, non de l'attente. Un désir ardent n'apparaît pas tout formé d'emblée. Il se forge par la répétition, la concentration et une intense intensité émotionnelle. L'esprit doit être entraîné à maintenir une vision suffisamment longtemps pour qu'elle devienne dominante. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils laissent leur attention se disperser, ils diluent leur énergie, ils négocient avec le doute. Et le doute l'emporte toujours. Ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires font les choses différemment. Ils choisissent un objectif si clairement défini qu'il devient personnel.
ni vague, ni flexible, mais précis, mesurable et chargé d'émotions. Leur désir ne vient pas d'autrui, ni des tendances ou des attentes. Il est intrinsèquement lié à leur être profond. Et parce qu'il est intrinsèquement lié à leur être profond, il ne requiert aucune autorisation extérieure. Dès que le désir atteint une intensité suffisante, l'esprit se met automatiquement à chercher des solutions. Les idées surgissent de manière inattendue. Les opportunités se présentent. Les coïncidences s'accumulent. Il ne s'agit pas de magie, mais de concentration. L'esprit humain est un système de filtrage. Il perçoit ce qu'on lui a appris à valoriser. Lorsque le désir devient dominant, la perception change. Ce qui ressemblait à des obstacles apparaît désormais comme des problèmes à résoudre. Ce qui semblait impossible paraît désormais étrange, mais accessible. Le désir canalise l'énergie. Sans direction, l'effort se disperse et s'estompe. Avec une direction, l'effort se multiplie. Mais le désir seul ne suffit pas. Il faut le décider. Un désir décidé ne se demande pas « est-ce possible ?». Il se demande « que dois-je devenir pour y parvenir ?» Cette question change tout. Quand le désir devient une composante essentielle de l'identité, l'action découle naturellement. La discipline n'est plus une contrainte. La persévérance devient automatique. Et le monde réagit différemment envers ceux qui savent précisément ce qu'ils veulent. Non pas parce que le monde est juste, mais parce que la certitude est rare. Et la rareté capte l'attention. Chapitre 3. Transformer la pensée en réalité. Chaque expérience que vous avez vécue était autrefois une pensée. Avant d'être exprimée, la pensée était imaginée. Avant d'être mise en œuvre, elle était envisagée. Avant de devenir réelle, elle existait invisiblement. La pensée est le plan de la réalité. La plupart des gens sous-estiment cela car les pensées semblent intangibles. Pourtant, l'invisible précède toujours le visible. Aucun bâtiment ne s'élève sans plan. Aucune invention n'existe sans idée. Il en va de même pour la richesse, la réussite et la transformation. Les pensées répétées avec émotion deviennent des croyances. Les croyances façonnent les décisions. Les décisions dictent le comportement. Le comportement engendre des conséquences. Cette chaîne fonctionne en permanence, que vous en soyez conscient ou non. La différence entre ceux qui façonnent leur vie et ceux qui la subissent réside dans la pensée intentionnelle. La pensée incontrôlée est réaction. La pensée contrôlée est création. L'esprit accepte ce qu'il entend de manière répétée, surtout lorsque l'émotion y est associée. C'est pourquoi le dialogue intérieur est plus important que la motivation extérieure. Si vous vous focalisez constamment sur vos limites, votre esprit les accepte comme une vérité. Si vous vous focalisez sur vos capacités, votre esprit recherche une confirmation. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de pensée dirigée. L'esprit a besoin d'une image dominante à laquelle se raccrocher. Sans elle, il absorbe les suggestions de la peur, de l'environnement et des expériences passées. Et la peur est une conteuse persuasive. Pour transformer une pensée en réalité, la répétition est essentielle. Une idée isolée a peu de pouvoir. Mais une idée revisitée quotidiennement, renforcée émotionnellement et liée à l'action, s'enracine. C'est ainsi que l'identité évolue. Lorsqu'une personne commence à se percevoir différemment, elle se comporte différemment sans effort conscient. Les actions s'alignent naturellement sur la nouvelle image de soi. La visualisation joue un rôle ici, non pas comme un fantasme, mais comme une répétition. L'esprit ne peut distinguer une expérience imaginée avec vivacité d'une expérience réelle. Il réagit aux deux. En imaginant le succès de manière répétée, avec clarté et émotion, le système nerveux s'y familiarise. Ce qui paraissait autrefois intimidant devient normal. Et l'esprit se dirige toujours vers ce qui paraît normal. Mais l'imagination seule est incomplète. La pensée doit être associée à la décision. L'indécision maintient la pensée en suspens.
La décision la concrétise en action. Une fois la décision prise, l'énergie se consolide. La procrastination faiblit. L'élan se met en place. C'est pourquoi ceux qui décident rapidement et s'adaptent ensuite obtiennent souvent de meilleurs résultats que ceux qui attendent d'être certains. La certitude découle de l'action, et non l'inverse. Le monde valorise la clarté. Les personnes qui pensent clairement trouvent moins d'excuses. Elles repèrent plus rapidement les opportunités. Elles agissent pendant que les autres analysent. Et l'action renforce la conviction. Chaque pas en avant apporte des preuves. Les preuves renforcent la conviction. La conviction alimente l'action. Ce cycle s'auto-entretient. Chapitre 4. La discipline de la foi et de la certitude intérieure. La foi n'est pas une croyance aveugle. C'est une confiance cultivée. C'est la capacité de maintenir une position mentale sans preuve visible, suffisamment longtemps pour que cette preuve apparaisse. La plupart des gens se méprennent sur la foi car ils l'associent à l'espoir. Or, l'espoir est passif. La foi est active. La foi s'exprime avant même que les preuves n'arrivent. La foi agit avant que les conditions ne soient parfaites. La foi persiste malgré le délai des résultats. La certitude intérieure se construit, elle ne se découvre pas. Elle commence par le dialogue intérieur. Elle se renforce par la répétition. Elle devient inébranlable grâce à l'expérience. L'esprit est toujours à l'écoute. Chaque affirmation que vous faites sur vous-même est perçue comme une instruction. À force de douter, le doute devient un réflexe. À force de croire, la croyance devient une évidence. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de choisir la réalité que l'on souhaite renforcer. La foi exige un alignement émotionnel. Les mots prononcés sans conviction ont peu de pouvoir. Mais les mots chargés de conviction s'impriment profondément. C'est pourquoi les affirmations échouent lorsqu'elles sonnent faux. L'esprit rejette ce qui contredit l'identité. La solution n'est pas de crier plus fort, mais de développer progressivement sa foi. La foi grandit grâce aux preuves, et les preuves proviennent des actions. Les petites victoires comptent. La constance est essentielle. Aller jusqu'au bout est essentiel. Chaque engagement tenu renforce la confiance en soi. Et la confiance en soi est le fondement de la foi. Ceux qui manquent de confiance en eux recherchent la réassurance auprès des autres. Ceux qui se font confiance agissent de manière indépendante. Cette indépendance engendre la résilience. Lorsque des revers surviennent, et il y en a toujours, la foi empêche l'effondrement. Elle transforme l'échec en un retour d'information. Elle en tire des leçons plutôt que de se laisser submerger par l'émotion. La foi n'élimine pas la peur. Elle la surpasse. La peur dit « et si cela échoue ?» La foi répond « et si cela fonctionne ?» Et elle agit malgré tout. Avec le temps, la foi devient une certitude tranquille. Ni émotionnelle, ni bruyante. Simplement présente. Cette certitude est ressentie par les autres. Elle influence les négociations. Elle attire des alliés. Elle inspire confiance. On suit ceux qui croient en la direction que l'on suit. La foi est contagieuse. Mais elle doit être protégée. Les environnements négatifs érodent la croyance. Une exposition constante au doute affaiblit la certitude. C'est pourquoi les limites mentales sont essentielles. Protégez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Choisissez les voix que vous écoutez. Soyez sélectif dans vos opinions. La foi grandit dans un environnement propice à la concentration. Une fois établie, cette foi devient autonome. Celui qui la maîtrise n'a plus besoin d'autorisation pour croire. Il agit comme si le succès était inévitable, et la réalité s'adapte en conséquence. Chapitre 5. La force tranquille de l'autodiscipline. L'autodiscipline est discrète. Elle ne s'impose pas. Elle ne recherche pas la reconnaissance. Elle œuvre silencieusement,
façonnant les résultats pendant que les autres sont distraits. La plupart des gens associent la discipline à la restriction. Ils imaginent sacrifice, rigidité et contrainte. Mais la véritable autodiscipline n'est pas une question de punition. C'est une question de direction. La discipline est la capacité d'aligner son comportement sur son intention, surtout lorsque l'émotion tire dans une autre direction. Sans discipline, le désir s'évanouit. Sans discipline, les projets restent des idées. Sans discipline, le talent reste inexploité. L'esprit discipliné n'est pas dépourvu d'émotion. Il refuse simplement d'être gouverné par l'impulsion. L'impulsion recherche le confort. La discipline recherche le progrès. Cette distinction détermine la trajectoire d'une vie. Chaque jour apporte d'innombrables petites décisions. Sur quoi se concentrer? Que faut-il ignorer? Que faut-il reporter? Que faut-il entreprendre immédiatement? Ces choix semblent insignifiants pris isolément, mais ils s'accumulent. La discipline gouverne ces moments. Elle se construit par la constance, non par l'intensité. Un effort extrême suivi d'un épuisement professionnel crée de l'instabilité. Un effort contrôlé et répété quotidiennement développe la force. L'individu discipliné n'attend pas la motivation. Ils comprennent que la motivation est capricieuse. La discipline la remplace par la structure. La structure engendre la liberté. Lorsque les actions sont planifiées, l'énergie est préservée. La fatigue décisionnelle disparaît. Les progrès deviennent prévisibles. C'est pourquoi les routines sont importantes. Non pas des horaires rigides, mais des rythmes intentionnels. Se réveiller à l'heure prévue. Faire le travail promis. Terminer ce que l'on a commencé. Chaque promesse tenue renforce l'estime de soi. Et l'estime de soi renforce la discipline. Cela crée un cercle vertueux. La discipline engendre la confiance. La confiance engendre l'assurance. L'assurance renforce la discipline. L'esprit indiscipliné cherche à fuir l'inconfort. L'esprit discipliné l'affronte, sachant qu'il est temporaire et instructif. La croissance est toujours inconfortable avant de devenir normale. La discipline vous permet de traverser cette phase. Elle vous permet de différer le plaisir sans le nier. Elle enseigne la patience sans la passivité. Elle renforce la volonté par l'exercice. La volonté est comme un muscle, elle se renforce lorsqu'elle est mise à l'épreuve, s'affaiblit lorsqu'on l'évite. Les petits actes de discipline s'accumulent. Manquer à un engagement affaiblit le système. L'honorer le renforce. La personne disciplinée comprend qu'elle travaille constamment à développer quelque chose, que ce soit la maîtrise de soi ou la liberté. Il n'y a pas de juste milieu. Et avec le temps, la discipline cesse d'être perçue comme un effort. Elle devient une part intégrante de l'identité. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Cette conviction modifie automatiquement le comportement. Chapitre 6. Le savoir qui crée le pouvoir. Le savoir seul ne suffit pas à garantir le succès. Seule son application est déterminante. Nombreux sont ceux qui accumulent des informations à l'infini. Ils lisent, regardent, écoutent et consomment, sans jamais agir. Il en résulte une illusion de progrès sans résultat concret. Le pouvoir réside dans l'usage, non dans la possession. Le savoir n'acquiert de la valeur que lorsqu'il est organisé et orienté vers un objectif précis. Un flot d'informations éparses submerge l'esprit. Un apprentissage ciblé, au contraire, l'aiguise. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui possèdent le plus de connaissances, mais celles qui savent ce qui est essentiel à leur parcours. Elles définissent un objectif, puis n'acquièrent que les connaissances nécessaires pour l'atteindre. Cette approche est synonyme d'efficacité. Les connaissances spécialisées s'acquièrent plus rapidement que les connaissances générales. Lorsque l'apprentissage est ciblé, chaque nouvelle notion s'appuie sur la précédente. La compréhension s'approfondit. L'intuition se développe plus vite.
C'est pourquoi la maîtrise est si importante. Le monde moderne valorise la profondeur plus que l'étendue. Les spécialistes deviennent indispensables. Les généralistes deviennent remplaçables. Mais spécialisation ne rime pas avec isolement. Nul ne réussit seul. Ceux qui comprennent la valeur du savoir comprennent aussi celle de la collaboration. Ils recherchent des mentors. Ils tissent des réseaux. Ils s'entourent de personnes dont les compétences complètent les leurs. Le savoir emprunté, appliqué judicieusement, est tout aussi précieux que le savoir acquis. La clé réside dans le discernement. Savoir qui écouter est plus important que d'écouter tout le monde. L'apprenant discipliné pose de meilleures questions. Il recherche des principes, non des opinions. Il repère des schémas, non des tendances. Et il met rapidement en pratique ce qu'il a appris. L'action transforme le savoir en expérience. L'expérience affine le jugement. Le jugement améliore les résultats. Ce cycle engendre la sagesse. Le savoir renforce également la confiance, non pas l'arrogance, mais une certitude fondée. Lorsqu'on maîtrise un sujet en profondeur, l'hésitation disparaît. Les décisions sont prises plus rapidement. La confiance attire les opportunités. On fait confiance à ceux qui font preuve de compétence. Les opportunités se présentent à ceux qui sont préparés. La préparation est discrète, mais ses effets sont visibles. Celui qui s'engage dans un apprentissage continu ne devient jamais obsolète. Il s'adapte plus vite. Il innove plus tôt. Il se remet plus vite de l'échec. Le savoir ne garantit pas le succès, mais l'ignorance garantit la limitation. Choisissez de vous informer là où c'est le plus important. Chapitre 7. L'imagination, l'atelier de l'esprit. Tout ce qui existe a d'abord été imaginé. Avant la construction des machines, on les imaginait. Avant la création des systèmes, on les conceptualise. Avant la transformation, on la visualise. L'imagination n'est pas un fantasme. C'est une intelligence créative. C'est la capacité de l'esprit à réorganiser les idées existantes en de nouvelles formes. Elle puise dans l'expérience, l'émotion et le désir pour générer des possibilités. Ceux qui rejettent l'imagination comme impraticable en comprennent mal le rôle. L'imagination est le point de départ de l'innovation. Il existe deux formes d'imagination. L'une est réactive. L'autre est créatrice. L'imagination réactive répond aux stimuli externes. Elle se perd dans la rêverie, vagabonde et divertie. L'imagination créative synthétise. Elle relie les idées intentionnellement. Elle construit des solutions. Le penseur discipliné apprend à solliciter son imagination de manière délibérée. Il consacre du temps à explorer des idées. Il visualise les résultats. Il expérimente mentalement avant d'agir physiquement. Ce processus réduit les risques et accroît la clarté. L'imagination permet à l'esprit de simuler le succès, de tester des stratégies sans frais, d'anticiper les défis avant qu'ils ne surviennent. Cette répétition mentale prépare le système nerveux. Le moment venu d'agir, l'esprit reconnaît la situation. La confiance remplace l'incertitude. L'imagination alimente également la motivation. Lorsque le résultat est clairement visualisé, l'effort prend tout son sens. Le sacrifice paraît temporaire. L'avenir semble tangible. Sans imagination, les objectifs semblent lointains. Avec de l'imagination, ils semblent proches. L'individu créatif nourrit son imagination intentionnellement. Il s'expose à de nouvelles sources. Il lit beaucoup. Il observe attentivement. Il reste curieux. La curiosité entretient l'imagination. La stagnation l'étouffe. L'imagination s'épanouit dans les environnements propices à la réflexion. Le bruit constant la supprime. Le silence l'invite. C'est pourquoi la solitude est importante. Certaines des idées les plus puissantes émergent dans le calme.
Lorsque l'esprit ne réagit pas, il se met à créer. L'imagination ne remplace pas l'action, elle la guide. L'action sans imagination n'est que répétition. L'imagination sans action n'est qu'illusion. Ensemble, elles engendrent le progrès. Ceux qui maîtrisent l'imagination acquièrent un avantage inimitable. Les compétences peuvent être reproduites. Les ressources peuvent être acquises. Mais l'imagination est personnelle. Elle reflète l'identité. Et l'identité façonne le destin. Chapitre 8. Action organisée et planification stratégique. Les idées ne prennent leur envol que lorsqu'elles sont organisées. Nombreux sont ceux qui confondent activité et progrès. Ils s'affairent sans avancer. L'agitation sans direction est un gaspillage d'énergie. Une direction sans action engendre de la frustration. Le progrès exige une action organisée. Un objectif clair doit se traduire par un plan concret. Non pas un plan parfait, mais un plan réalisable. Les plans s'améliorent avec l'usage. Attendre la perfection freine la dynamique. La planification stratégique commence par la clarté. Que poursuit-on exactement? Pourquoi est-ce important? Quelles ressources sont nécessaires? Qui peut apporter son aide? Quelles mesures peuvent être prises immédiatement? Ces questions ancrent l'ambition dans la réalité. Un planificateur efficace sait faire preuve de flexibilité. Aucun plan ne reste inchangé. Les conditions changent. L'information évolue. Des résistances apparaissent. C'est normal. Un plan n'est pas un contrat avec l'avenir. C'est un point de départ. Ceux qui réussissent révisent sans abandonner. Ils s'adaptent sans renoncer à leur objectif. L'action révèle la vérité plus vite que l'analyse. Dès que le mouvement se met en marche, les retours d'information apparaissent. Les points faibles deviennent visibles. Les points forts se révèlent. La stratégie s'affine. C'est pourquoi la rapidité est essentielle. Une action décisive amplifie les effets. L'hésitation mine la confiance. Ceux qui agissent vite, même imparfaitement, acquièrent une expérience que les seuls penseurs n'obtiennent jamais. La planification stratégique implique également la priorisation. Toutes les actions n'ont pas la même importance. Quelques efforts clés produisent des résultats disproportionnés. La personne disciplinée identifie ses leviers et concentre ses efforts sur eux. Cela exige de la maîtrise de soi. Dire non est stratégique. Éliminer les distractions est stratégique. Économiser son énergie est stratégique. Le planificateur choisit délibérément ses efforts. Le temps devient un atout, et non un fardeau. L'action organisée transforme le désir en progrès mesurable. Elle remplace l'espoir par des preuves. Les preuves renforcent la conviction. La conviction alimente la persévérance. Et la persévérance engendre des résultats. Chapitre 9. Le pouvoir caché de la persévérance. La persévérance n'est pas de l'entêtement, mais une endurance intelligente. La plupart des gens abandonnent non pas par échec, mais par retard des résultats. Ils interprètent le silence comme un rejet et confondent résistance et impossibilité. Or, le retard n'est pas un déni. Toute entreprise significative comporte une phase d'épreuve. On déploie des efforts, les progrès semblent imperceptibles, le doute s'installe. C'est là que la plupart des ambitions s'éteignent. La persévérance les maintient vivantes. Elle est alimentée par un but. Sans raison impérieuse, l'effort s'estompe. Avec un « pourquoi » fort, l'effort s'adapte. Ceux qui persévèrent s'attendent à la difficulté et se préparent à la résistance. Ils ne dramatisent pas le parcours. Ils comprennent que les progrès apparaissent souvent soudainement, après de longues périodes de croissance invisible. Telle une pression sous-jacente, la dynamique s'installe discrètement. La personne persévérante mesure l'effort, non le résultat. Elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler, être présente, progresser légèrement,
apprendre en continu. Cela préserve la motivation. La motivation axée sur le résultat fluctue, tandis que la motivation axée sur le processus se stabilise. La persévérance exige également une bonne gestion des émotions. La frustration est normale, la fatigue est prévisible. Le doute est inévitable. Mais la réaction est optionnelle. Un esprit discipliné reconnaît l'émotion sans y succomber. Il persévère malgré l'inconfort. Cette capacité se développe progressivement. Chaque obstacle surmonté renforce la résilience. Chaque revers encaissé accroît la confiance. Finalement, l'abandon n'est plus envisageable. La persévérance redéfinit l'identité. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Cette conviction devient inébranlable. Le monde récompense la persévérance non pas par justice, mais par rareté. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Ceux qui persévèrent s'ouvrent naturellement aux opportunités. Chapitre 10. Influence, coopération et énergie collective. Aucun accomplissement significatif ne se fait seul. Derrière chaque grande réussite se cache un réseau d'esprits convergeant vers un objectif commun. La coopération décuple la force. Celui qui le comprend recherche l'alliance, non l'isolement. L'influence naît de la valeur. On coopère lorsqu'on se sent respecté, compris et apprécié. L'autorité imposée engendre la résistance. L'autorité gagnée engendre la loyauté. La véritable influence est subtile. Elle consiste à écouter avant de parler, à servir avant de demander, à instaurer la confiance avant d'exiger un engagement. Les personnes les plus influentes ne dominent pas les conversations, elles les guident. Elles comprennent la motivation humaine. On se dirige vers ce qui nous est profitable. L'alignement des intérêts favorise la coopération. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'alignement. L'énergie collective émerge lorsque chacun contribue volontairement de ses forces. Les compétences diverses convergent, les faiblesses sont compensées, la dynamique s'accélère. C'est la puissance de l'effort coordonné. Le rôle du leader est la clarté. Une direction claire unifie l'action. Une vision partagée synchronise les efforts. Lorsque l'on comprend l'objectif et que l'on croit en sa réalisation, on s'engage émotionnellement. Cet engagement émotionnel stimule la performance. Les conflits surgissent en cas de défaillance de la communication. La transparence prévient les malentendus. La reconnaissance maintient le moral. L'influence requiert aussi de l'humilité. Apprendre des autres renforce le leadership. L'arrogance isolée. La curiosité crée des liens. Ceux qui suscitent la coopération progressent plus vite. Les opportunités se présentent à eux. Les ressources apparaissent. L'isolement limite la perspective. La personne qui réussit cultive ses relations de manière intentionnelle. Elle investit du temps. Elle va jusqu'au bout. Elle contribue sans rien attendre en retour. La confiance se renforce. Et lorsque des difficultés surgissent comme c'est toujours le cas, des alliances de confiance apportent leur soutien. L'énergie collective décuple la persévérance. Ensemble, les obstacles s'amenuisent. Chapitre 11. L'intuition et la guidance intérieure. Il existe une forme d'intelligence incommensurable. Elle ne résulte pas de la seule logique. Elle ne se manifeste pas bruyamment. Elle s'exprime discrètement, souvent dans le calme de l'esprit. C'est l'intuition. L'intuition n'est pas une superstition. Elle est la synthèse de l'expérience, du savoir, des émotions et de la reconnaissance inconsciente de schémas. C'est l'esprit qui relie les points plus vite que la pensée consciente. La plupart des gens ignorent l'intuition car elle est inexplicable. Ils ne font confiance qu'à ce qui est justifié. Mais ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires apprennent à écouter au-delà de la raison. L'intuition se développe par la préparation. Un esprit encombré ne peut l'entendre. Un esprit réactif ne peut la reconnaître.
Le calme aiguise la perception. Lorsque la discipline, le savoir, l'imagination et la persévérance s'harmonisent, l'intuition s'éveille naturellement. Elle devient une force directrice, subtile mais précise. Elle guide plutôt qu'elle n'impose. Elle suggère plutôt qu'elle n'ordonne. Ceux qui l'écoutent prennent des décisions qui semblent instinctives, mais qui se révèlent juste avec le temps. L'intuition se renforce lorsqu'on lui fait confiance. Chaque fois qu'on la suit et qu'on la confirme, la confiance grandit. Chaque fois qu'on l'ignore, la clarté s'estompe. Mais l'intuition doit être équilibrée. Ce n'est ni une impulsion, ni une émotion. C'est une certitude sereine. L'esprit intuitif perçoit le moment opportun. Il sait quand agir et quand attendre. Il presse l'harmonie avant même que la logique ne la confirme. C'est pourquoi certaines décisions semblent justes d'emblée. Les personnes les plus performantes cultivent consciemment leur conscience intérieure. Elles réfléchissent. Elles observent. Elles se déconnectent du bruit ambiant. Elles respectent le silence. Car c'est dans le silence que la guidance émerge. L'intuition complète le système. Elle intègre tous les principes dans une prise de décision fluide. Lorsque l'intuition est active, l'effort est guidé, non forcé. Et les progrès s'accélèrent. Chapitre 12. Vaincre la peur et les barrières mentales. La peur est l'obstacle le plus fréquent à la réussite. Non pas la peur du danger, mais la peur du jugement, de l'échec, de la perte et de l'incertitude. La peur agit de manière invisible. Elle se déguise en logique. Elle paraît raisonnable. Elle persuade l'esprit de remettre à plus tard. Mais la peur n'a qu'un seul but, la préservation, non le progrès. La peur se nourrit de l'inconnu. La clarté l'affaiblit. L'action la diminue. La compréhension la dissout. Le plus grand obstacle n'est pas le manque d'opportunités, mais la résistance intérieure. Le doute. La procrastination. L'auto-sabotage. Ces schémas sont acquis, et peuvent donc être désappris. La peur perd de son pouvoir lorsqu'on la nomme. À y regarder de plus près, la plupart des peurs se révèlent exagérées. Les catastrophes imaginées se produisent rarement. Et même lorsque des revers surviennent, on peut les surmonter. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Chaque acte de courage modifie le système nerveux. L'inconnu devient familier. L'intimidation devient gérable. La confiance grandit par l'expérience. L'esprit discipliné n'attend pas que la peur disparaisse. Il agit malgré tout. Cela brise l'emprise de la peur. Avec le temps, la peur change de rôle. Elle ne contrôle plus, elle informe. Elle devient un signe de croissance plutôt que de danger. Les barrières mentales s'effondrent lorsque les systèmes de croyance évoluent. Les anciens récits perdent de leur pertinence. De nouvelles identités émergent. Je suis capable. Je m'adapte. Je persévère. Ces affirmations, répétées et renforcées par l'action, remodèlent l'image de soi. Et l'image de soi influence le comportement. L'individu qui surmonte la peur intérieurement n'est plus limité extérieurement. Il se déplace librement. Il décide avec audace. Il vit en pleine conscience. Conclusion. La philosophie de la vie intégrée. Cette philosophie ne se résume pas à la richesse. Elle concerne le pouvoir d'agir, la capacité de façonner son destin, le courage de choisir délibérément et la discipline nécessaire pour aller jusqu'au bout. Chaque principe que vous avez entendu est interconnecté. Aucun n'est isolé. Le désir donne une direction, la pensée structure, la foi nourrit les convictions, la discipline engendre la constance, le savoir aiguise le jugement, l'imagination élargit le champ des possibles, la planification transforme la vision en action, la persévérance triomphe des retards, la coopération décuple la force, l'intuition affine les décisions et le courage dissipe les limitations. Ensemble,
Ils forment un système pour vivre pleinement. Ce système ne garantit pas la facilité, mais il garantit l'épanouissement. La vie continuera de vous mettre à l'épreuve. Des résistances se manifestent encore, le doute persistera. Mais désormais, vous êtes préparé. Vous comprenez que les résultats se construisent, ils ne se désirent pas. Que la clarté précède la confiance. Que l'identité forge le destin. La véritable récompense n'est pas la réussite matérielle, mais la maîtrise de soi. Et une fois cette maîtrise acquise, le succès extérieur s'ensuit naturellement. Il ne s'agit pas d'une leçon ponctuelle, mais d'une pratique de toute une vie. Revenez-y, appliquez-la. Affinez-le. Laissez-le façonner votre façon de penser, de décider et d'agir. Et souvenez-vous, vous n'attendez pas de permission. Vous n'êtes pas limité par les circonstances. Vous n'êtes pas défini par le passé. Vous êtes défini par vos choix, de façon constante. Message final et appel à l'action. Si ce livre audio vous a touché, s'il a changé votre perspective, s'il vous a rappelé ce dont vous êtes capable, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres livres audio longs conçus pour aiguiser votre esprit et renforcer votre détermination. Dans les commentaires, partagez une idée ou une décision que vous retenez de cette expérience. Mettre des mots sur ce que vous ressentez lui donne toute sa force. Enfin, partagez ce livre audio avec une personne qui se sent bloquée, incertaine ou prête au changement. Parfois, un seul message, au bon moment, peut transformer une vie. Merci de votre écoute. Merci de consacrer du temps à votre développement personnel. Et n'oubliez pas, votre avenir est le fruit de vos décisions d'aujourd'hui.